Milieu du XIXe siècle. Sur les champs de bataille, l'infanterie est figée dans le passé. Les soldats utilisent des fusils à un seul coup avec un rechargement par la bouche. C'est lent, c'est inefficace. Même un tireur d'élite ne dépasse pas 2 ou 3 tirs par minute. Les états-majors consultent les rapports de la guerre de sécession. Les listes de victimes sont interminables. Les commandants cherchent une solution pour saturer l'air de projectiles sans envoyer des milliers d'hommes à la boucherie. Comment augmenter la puissance de feu sans augmenter le nombre de soldats? À première vue, un problème insoluble. Mais en réalité, une opportunité pour un inventeur. Richard Jordan Gatling observe le conflit. Il n'est pas militaire, il est médecin. Un fait le frappe. Les maladies tuent plus de soldats que les balles de plomb. Les camps militaires sont des foyers d'infection. Gatling développe une idée radicale. S'il construit une arme capable de tirer à une cadence infernale, un seul homme remplacera 100 fusiliers. Les armées seront plus petites, moins d'hommes seront exposés aux épidémies des campements. C'est une logique presque humanitaire. Pour Gatling, une arme plus meurtrière peut abréger les guerres et sauver des vies. En l'an 1861, il présente son invention. La mécanique de la mitrailleuse Gatling est une prouesse d'ingénierie. À l'image, un bloc de 6 canons en acier. Plus tard, les modèles en compteront 10. Ils sont disposés en cercle autour d'un axe central. Pas de moteur, pas d'électronique. Tout repose sur une manivelle actionnée à la main. L'opérateur tourne la poignée. Le mécanisme s'enclenche. Chaque canon entame un cycle complet. Chargement, tir, éjection. Au-dessus de l'arme, un chargeur vertical utilise la simple gravité pour faire descendre les munitions. Une cartouche tombe dans la culasse au moment où le canon se met en place. Le rythme s'accélère. Un système de cam pousse la munition au fond de la chambre. Le percuteur frappe. Le coup part exactement à la position de 4 heures sur le cadran de rotation. Le canon continue sa course vers le bas. L'extracteur saisit l'étui vide et le projette hors de la machine par une ouverture inférieure. On entend le cliquetis métallique régulier du mécanisme. La fumée commence à envelopper l'opérateur. Les douilles s'accumulent au sol en un tas cuivré. Le système ne s'arrête jamais tant que la manivelle tourne. La chaleur est répartie sur plusieurs canons, ce qui évite la surchauffe immédiate. C'est une usine à tuer portable. L'ère de la guerre industrielle vient de commencer. Le tribunal de l'histoire jugera plus tard cette invention. Mais en 1861, le monde change. La puissance de feu n'est plus une question de courage, mais de mécanique. Ainsi s'est achevée l'époque du tir au coup par coup. 150 coups par minute. C'est la cadence de tir des premiers modèles de la mitrailleuse Gatling. À cette époque, aucun soldat n'aurait pu imaginer une telle puissance de feu. Richard Gatling ne s'est pas arrêté là. Il a réparti le travail sur plusieurs canons rotatifs et a automatisé l'alimentation avec des cams. Comment une telle arme a-t-elle pu voir le jour? La mécanique était simple, mais la réalisation était complexe. Gatling a perfectionné son système pendant des années. À l'image, un mécanisme de 6 canons qui tourne manuellement. Dans les années 1880, les cartouches entièrement métalliques et les systèmes de cams avancés ont tout changé. La cadence est montée à 400 coups par minute. Gatling a même testé un moteur électrique expérimental. Le résultat était stupéfiant, 1200 coups par minute. Mais la technologie de l'époque était encore trop fragile. Les moteurs tombaient en panne. L'électricité était instable. Malgré ce potentiel, la mitrailleuse Gatling n'a presque pas servi durant la guerre de sécession. Le département de l'artillerie refusait d'y croire. Pour les bureaucrates, cette arme n'était qu'un gadget coûteux. Ils craignaient que le tir rapide n'épuise les stocks de munitions et ne surcharge les lignes de ravitaillement déjà fragiles. À première vue, une révolution technologique, mais en réalité, un rejet total par les hautes sphères militaires. Certains officiers de l'Union ont dû agir seuls. Le général Benjamin Butler a acheté 12 Gatling de sa propre poche, mais le chef de l'artillerie restait inflexible. Gatling le décrira plus tard comme un vieux conservateur persuadé que les fusils à silex étaient encore le summum de l'armement. L'armée n'a officiellement adopté la Gatling qu'en 1866. Les combats étaient déjà terminés. L'erreur était commise. L'arme n'a pas pu influencer l'issue de la guerre. Mais ce n'était que le début. Les années suivantes ont prouvé l'efficacité mortelle de l'invention. Les armées du monde entier ont commencé à passer commande. Les Britanniques ont emmené les Gatlings en Afrique pendant la guerre anglo-zoulou. Le contraste était total. D'un côté, des guerriers avec des boucliers et des lances. De l'autre, des canons rotatifs en acier. On voit sur les croquis d'époque une ligne de défense de l'armée britannique. Face à une charge frontale, 2 Gatling suffisaient pour faucher les rangs ennemis. Les balles coupaient tout sur leur passage. C'était la naissance d'un nouveau concept militaire. L'histoire a changé de trajectoire.
La mitrailleuse moderne était née, elle allait redéfinir la guerre pour le siècle à venir. 1883, c'est l'année où Hiram Maxim change la guerre pour toujours. Il présente sa mitrailleuse automatique à canon unique. Le mécanisme utilise le recul de la cartouche pour éjecter et recharger. Plus de manivelle, plus d'efforts manuels. Pourquoi cette invention a-t-elle tout balayé? La réponse est simple. Elle était plus légère, plus fiable et ne nécessitait qu'une équipe réduite. En quelques années, les modèles basés sur le système Maxim dépassent la cadence de tir des Gatling. Le poids est divisé par 2. L'encombrement disparaît. À l'image, un champ de bataille couvert de fumée blanche. C'était le défaut majeur de la poudre noire des anciennes Gatling. Mais, en 1890, la poudre sans fumée arrive. Les nouvelles mitrailleuses Maxim et leurs dérivés deviennent invisibles sur le terrain. Les armées abandonnent les lourdes batteries sur roues pour des armes refroidies par eau et alimentées par bande. Le verdict tombe en 1911. L'armée américaine déclare officiellement la mitrailleuse Gatling obsolète. Elle finit au musée. À première vue, l'arme était morte, mais en réalité, elle attendait son heure. Personne ne pouvait imaginer qu'un second conflit mondial et un défi technologique inédit allaient déterrer ce concept. Le déclencheur de ce retour, l'apparition des avions de chasse à réaction. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les chasseurs utilisèrent des moteurs à piston. Ils étaient rapides pour l'époque. Leur puissance de feu reposait sur des canons automatiques à chargeur et des mitrailleuses lourdes. Mais ces armes atteignaient une limite physique. Un seul canon ne peut pas tirer plus vite sans fondre ou s'enrayer. Pour compenser, les ingénieurs multiplièrent le nombre d'armes sur les ailes. Résultat, les avions devenaient trop lourds. L'espace intérieur manquait. Le système était bloqué. L'arrivée des jets après 1945 change la donne. La vitesse double. Dans un combat aérien à réaction, un ennemi ne passe dans le viseur que pendant une fraction de seconde. Un clin d'œil. Pour abattre une cible à cette allure, il faut saturer l'espace. Il faut projeter un mur d'acier en un temps record. L'US Air Force fait un constat brutal. Ces 6 mitrailleuses Browning de calibre 50 ne suffisent plus. La cadence de tir est trop lente. Le volume de feu est ridicule face à la vitesse des nouveaux combats. La situation a empiré. Les avions de chasse deviennent aussi plus résistants. Leurs composants critiques sont désormais protégés par des blindages. Les balles de calibre 50 sont trop légères. Elles rebondissent ou ne causent que des dégâts superficiels. On voit à l'image 6 mitrailleuses tirant 800 coups par minute chacune. Même ensemble, le débit reste insuffisant pour détruire un jet moderne. Le vieux système de Maxim avait atteint ses limites. Pour survivre dans le ciel, il fallait redonner vie à la manivelle de Gatling, mais avec la puissance de l'électricité. Ainsi a commencé la quête d'une puissance de feu destructrice. 20 mm. C'était le calibre des nouveaux autocanons installés sur les appareils. Sur le papier, la puissance de feu augmentait. Dans la réalité, le système stagnait. Les chargeurs avaient une capacité trop faible. Les mécanismes s'enrayaient sans cesse. Surtout, la cadence de tir restait désespérément basse. Les ingénieurs étaient face à un mur technique. Une arme à canon unique avait atteint sa limite physique de cadence. On ne pouvait plus en ajouter sans alourdir l'avion. Ce n'était toujours pas suffisant pour abattre les nouvelles cibles rapides. Comment briser ce plafond de verre? La réponse n'était pas dans le futur, mais dans le passé. Les techniciens ont ressorti une idée datant de l'époque des mousquets. En l'an 1946, l'armée de l'air et le service des équipements lancent le projet Vulcan. L'objectif est simple, reprendre le principe de Richard Gatling. Plusieurs canons rotatifs tournant autour d'un axe central. Ils ont pris ce concept du 19e siècle et l'ont modernisé. Nouveaux alliages, usinage de haute précision. La manivelle manuelle a disparu. À la place, ils ont installé un moteur externe, électrique ou hydraulique. Un pilote en plein combat aérien ne peut pas tourner une manivelle en même temps qu'il pilote. À l'image, un bloc de 6 tubes d'acier commence à pivoter. On entend le sifflement du moteur électrique qui s'enclenche. Cette source d'énergie externe change tout. L'arme ne dépend plus du recul ou des gaz de combustion pour fonctionner. L'alimentation, le tir et l'éjection des douilles deviennent purement mécaniques. Le cycle est forcé par le moteur. Imaginez 6 fusils à verrou fixés sur un axe. Pendant que l'axe tourne, un système mécanique actionne chaque verrou l'un après l'autre tant qu'il y a des munitions. Voilà comment fonctionne une Gatling moderne. Grâce à cela, les concepteurs ont pu pousser la cadence à des niveaux records. Aucune mitrailleuse conventionnelle ne pouvait supporter un tel rythme. Avec plusieurs canons, la chaleur et l'usure ne reposent plus sur un seul tube. La charge est se répartie sur 6 unités distinctes.
À première vue, un vieux mécanisme de musée, mais en réalité, l'arme la plus dévastatrice du ciel. Pour prouver la viabilité du concept, les ingénieurs Melvin Johnson et le colonel Doc Howe ont agi concrètement. À la fin de l'année 1945, ils ont récupéré un modèle antique de Gatling dans un musée. Ils ont dépoussiéré l'acier, ils ont vérifié les roulements. L'expérimentation pouvait commencer. 1945. Les ingénieurs fixent un moteur électrique sur une vieille carcasse en acier. Ils lancent les tests en direct. Cette arme a 60 ans. Elle a été conçue à l'époque de la poudre noire. Soudain, le mécanisme s'emballe. L'arme crache des rafales de 4000 à 5000 coups par minute. Le système ne s'enraye pas. Un seul problème, d'énormes nuages de fumée provoqués par les vieilles munitions. Le test est un succès total. Les sceptiques se taisent. Le concept rotatif à alimentation externe fonctionne. Comment transformer un vestige du passé en arme du futur? La réponse tient en 2 mots. Puissance électrique. En 1949, General Electric passe à l'étape supérieure. Ils construisent les premiers prototypes modernes pour l'aviation. Les ingénieurs procèdent par essais et erreurs. Le résultat final s'appelle le M61 Vulcan. C'est un canon rotatif de 20 mm à 6 tubes. Cette arme va équiper presque tous les chasseurs américains pendant des décennies. À l'image, on voit les bandes de munitions défiler à une vitesse vertigineuse. Les techniciens règlent les problèmes d'alimentation. Une fois stabilisé, le Vulcan devient la norme. Il équipe les jets de première ligne dès le milieu des années 50. En 1950, une version améliorée atteint l'objectif symbolique, 6000 coups par minute. Cela représente 100 obus de 20 mm par seconde. Ce n'est pas un chiffre théorique. C'est une puissance capable de pulvériser n'importe quel avion de combat de l'époque. Un pilote peut effectuer un passage de tir extrêmement court. En une fraction de seconde, il sature l'air devant l'ennemi. Un flux dense d'acier bloque toute trajectoire d'évitement. La probabilité d'impact explose. Les ingénieurs ont enfin trouvé la solution au problème qui les bloquait depuis des années. Mais ce n'était que le début. Le Vulcan ne se contente pas de détruire des avions. Il peut aussi mitrailler des cibles au sol. Les militaires étendent son rôle. Si le système rotatif fonctionne pour les gros canons, pourquoi ne pas le réduire? À l'image, un hélicoptère de transport non protégé survole une zone de combat. Ces appareils ont besoin de puissance, mais le Vulcan de 20 mm est trop lourd pour eux. L'idée est simple, créer une version miniature. Elle doit garder la même cadence, mais utiliser des munitions plus légères. Cette réflexion mène directement au 7,62 par 51 mm. Le monde découvre la minigun. C'est un Vulcan à l'échelle réduite qui tire des munitions de calibre fusil. On l'appelle mini, mais sa puissance de feu est massive. En 1962, General Electric sort les prototypes fonctionnels, une mitrailleuse à 6 canons capable de cracher 6000 coups par minute, exactement comme son grand frère monté sur les avions de chasse. L'armée américaine l'adopte sous la désignation M134. Elle entre en service entre 1963 et 1964. À première vue, un simple retour en arrière, mais en réalité, une révolution technologique. Après un demi-siècle dans la tombe, le concept de Gatling vient de ressusciter. Richard Gatling lui-même n'aurait jamais pu imaginer une telle évolution. L'histoire s'est remise en marche. L'année 1964. C'est à cette date que les modèles Vulcan et Minigun ont affronté leur premier véritable test. Ce n'était plus un exercice. C'était une guerre totale où ces machines allaient évoluer jusqu'à l'absurde. Imaginez la scène. 3 armes côte à côte, chaque canon crache 100 balles par seconde. Le résultat est une tempête de plomb qui pulvérise tout sur son passage. Au début des années 60, les États-Unis changent les règles. Ils lancent les opérations aéromobiles au Vietnam. L'outil principal est le UH-1 Huey, un hélicoptère agile capable de déposer des troupes là où les routes n'existent pas. Dans la jungle, les tactiques classiques ne fonctionnent plus. À l'image, des Huey survolent la canopée verte. À ce stade, ils ne portent presque aucune arme. Le commandement pense que la vitesse suffit à les protéger. À première vue, une stratégie logique, mais en réalité, une erreur fatale. Le bilan est lourd. 50% des hélicoptères déployés au Vietnam ont été détruits. Les tirs ennemis ont ravagé la flotte. Lors des phases d'atterrissage, le Huey devient une cible immobile. Il doit rester en vol stationnaire à basse altitude pour débarquer les soldats. Même un simple fusil d'assaut peut abattre l'appareil. L'erreur était interdite, mais elle a coûté cher. Les soldats commencent à improviser sur le terrain. Ils fixent des mitrailleuses sur les côtés. C'est la naissance du poste de tireur de porte. Ils utilisent d'abord la M60. Cette arme tire 600 coups par minute. C'est trop lent.
Ce n'est pas suffisant pour saturer une zone de combat dense. L'idée surgit alors, multiplier la cadence de tir par 10. On installe les nouveaux M134 miniguns sur des supports flexibles. Le tireur de porte ne se contente plus de riposter. Il domine. Les variantes appelées gunships apparaissent. Le pilote peut désormais viser avec des miniguns fixés dans des nacelles latérales ou des tourelles de nez. En 1967, la situation s'accélère. L'armée standardise le système XM-21 sur le Huey. On voit des miniguns de chaque côté du fuselage, juste à côté des lance-roquettes. L'hélicoptère n'est plus un camion de transport. C'est une forteresse volante. Mais ce n'était que le début. Le AH-1G Cobra entre en scène. C'est le premier véritable hélicoptère d'attaque. Sa tourelle de nez combine un minigun et un lance-grenade. Le tireur utilise un viseur optique pour diriger le déluge. Il peut même ajouter des pods de minigun supplémentaires sous les ailerons. Sur la vidéo, on voit le Cobra basculer vers l'avant. Les canons s'allument. La cadence est si élevée qu'on n'entend plus des coups de feu séparés, mais un bourdonnement mécanique continu. Le Huey et le Cobra ne transportent plus seulement des hommes. Ils transportent la mort instantanée. Le minigun a transformé la jungle en un champ de tir industriel. L'an 1967, c'est l'année où la guerre change de visage avec l'arrivée du Cobra. Pourquoi créer un hélicoptère uniquement pour l'attaque? Les généraux voulaient une machine construite autour de son arme. Le Cobra est né de cette logique. C'est le premier hélicoptère de combat pur de l'histoire. Mais ce n'était qu'un début. Les ingénieurs ont commencé à monter des miniguns absolument partout. À l'image, des techniciens fixent pour des canons rotatifs sur des supports métalliques. L'usage des miniguns dépasse rapidement les simples portes des Huey ou les tourelles sous le nez des Cobras. L'idée d'une mitrailleuse Gatling volante fonctionne trop bien. L'armée de l'air américaine prend alors une décision radicale. Elle veut construire des avions entiers dont l'unique mission est de déverser un déluge de plomb sur l'ennemi. Le premier modèle sort des hangars, l'AC-47 Spooky. À première vue, un simple avion de transport C-47. Mais en réalité, une forteresse volante équipée de 3 miniguns latéraux. Dès la fin de l'an 1964, les AC-47 commencent leur mission. Ils volent lentement. Ils décrivent des cercles parfaits au-dessus du champ de bataille pendant la nuit. Des fusées éclairantes tombent pour illuminer le sol. Puis, la puissance de feu se déchaîne. Chacune des 3 armes tire 6000 projectiles à la minute. Le pilote contrôle tout depuis son cockpit. Il peut déclencher les 3 canons d'un coup ou utiliser des séquences précises. Un seul AC-47 sature une zone de la taille d'un terrain de football en moins de 10 secondes. Quand le Spooky survole une zone, plus aucun centimètre carré n'est sûr. Le bruit des moteurs approche. Les troupes américaines encerclées dans des avant-postes isolés reprennent espoir. Ils surnomment l'avion Puff le dragon magique. Pourquoi ce nom? À cause des traînées rouges des balles traçantes. Dans la nuit, elles ressemblent au souffle de feu d'un dragon. Le gunship tourne en orbite autour d'un village ou d'un périmètre défensif. Il laboure littéralement la jungle. Les arbres sont fauchés par ce tir de suppression continue. Les rapports de combat sont formels. Des bataillons entiers du Viet Cong sont stoppés net durant leurs attaques nocturnes. Les soldats ennemis n'ont que 2 choix, courir ou mourir sous cette pluie rouge perçante. Pour le Viet Cong, l'alerte est brève. On entend d'abord un vrombissement lointain dans le ciel noir. Puis, soudain, des arcs rouges tombent du ciel. Beaucoup de survivants diront plus tard que c'était l'arme la plus terrifiante du conflit. C'était pire que les bombardements classiques. Pourquoi? Parce que le sentiment était personnel. Le dragon pouvait vous traquer partout, peu importe votre cachette. Mais ce n'était que le début de l'escalade. Le succès de l'AC-47 pousse les commandants à demander plus de puissance. En l'an 1968, l'AC-119 bimoteur arrive sur le front. Un an plus tard, en 1969, la version quadrimoteur entre en service. L'évolution technologique était en marche. Rien ne pouvait plus l'arrêter. Le AC-130 Spectre a pris la relève. Chaque appareil transportait un arsenal encore plus lourd. Le AC-130 a fini par intégrer des canons de 20 mm et de 40 mm aux côtés des miniguns. Mais le modeste minigun de 7,62 mm est resté un élément central de ces canonnières volantes. Son rôle, l'appui rapproché. Dans la jungle dense, rien ne surpassait sa capacité à saturer chaque mètre carré d'une zone cible. Comment le minigun a-t-il brisé le moral des troupes? La réponse tient dans le feu. L'impact psychologique a surpassé les dégâts matériels.
Un pilote de AC-47 raconte une scène étrange. La nuit, lorsque toutes les armes tiraient simultanément, les flux convergents de balles traçantes créaient un phénomène visuel unique. La végétation s'enflammait sous l'impact. Les soldats ennemis étaient instantanément éclairés en plein découvert. C'était un spectacle de lumière mortelle. Souvent, le combat s'arrêtait net. Les survivants du Viet Cong s'évaporaient simplement dans la forêt, paralysés par la peur. L'effet psychologique du Spooky était immense. Le Viet Cong a vite compris une règle simple. Attaquer un avant-poste surveillé par un AC-47 en vol circulaire était un suicide. Ils ont surnommé ces avions les navires dragons. Des prisonniers de guerre vietnamiens ont témoigné plus tard. Le vrombissement distinctif du minigun et les serpents de lumière rouge étaient démoralisants. Des unités entières rompaient le combat dès qu'elles réalisaient qu'un Spooky survolait la zone. À l'image, un écran de fumée et des lignes rouges continues qui tombent du ciel. Un conseiller américain a résumé la situation. Les troupes ennemies étaient tuées, blessées ou s'enfuyaient dans la terreur. Dans tous les cas, l'arrivée d'une canonnière mettait fin à l'affrontement. En parallèle, les miniguns ont commencé à apparaître partout. On les installait sur des camions armés, des chars et des véhicules de transport de troupes. Même les bateaux de patrouille en étaient équipés. À ce stade, le minigun n'était plus seulement une arme d'hélicoptère. Il devenait un standard universel de destruction. Les canonnières aériennes restaient les plateformes les plus impressionnantes de cette période. Mais l'idée de base, un canon volant conçu uniquement pour l'anéantissement, allait être poussée encore plus loin. Un nouveau palier a été franchi avec une arme spécifique, son nom, le GAU-8 Avenger. Sur la piste, on voit l'imposante carlingue de l'avion se dessiner. Ce n'était que le début de l'escalade technologique. Les ingénieurs voulaient plus de puissance et plus de cadence. Le combat changeait de dimension. Ainsi s'est achevé l'ère de la simple supériorité numérique au profit de la puissance de feu brut. 1970. La guerre froide est à son sommet. L'idée est simple mais brutale. Pour stopper les colonnes de chars soviétiques, l'OTAN a besoin d'un tueur spécialisé. Les ingénieurs ne cherchent pas à construire un avion, ils cherchent à construire un canon volant. Pourquoi concevoir l'arme avant l'appareil? La réponse est technique. Les blindages russes s'épaississent. Le programme AX de l'armée de l'air américaine lance alors le développement de l'A-10. En parallèle, une commande est passée pour un canon rotatif de 30 mm. Il doit surpasser le vieux Vulcan de 20 mm. General Electric remporte le contrat avec le GAU-8A. À partir de cet instant, l'avion et son arme ne forment qu'un seul système. Le système est colossal. À l'image, un bloc d'acier de 6 mètres de long. Le canon seul possède 7 canons rotatifs et pèse 283 kg. Mais l'installation complète est un monstre. Avec le tambour de munitions et le système d'alimentation, l'ensemble atteint 1800 kg. C'est le poids d'un SUV de luxe. Une fois chargé de ses 1150 obus, le canon représente un sixième du poids total de l'avion à vide. L'avion est littéralement enroulé autour de l'arme. Le train d'atterrissage avant est décalé vers la droite pour laisser de la place au tambour. Le canon lui-même est légèrement décentré vers la gauche. Mais le canon qui tire, celui situé tout en haut de la rotation, se trouve exactement sur l'axe central de l'appareil. La raison est physique. Le recul doit frapper en ligne droite pour ne pas faire dévier l'avion. À première vue, l'avion semble massif et stable. Mais en réalité, il est en équilibre précaire. Si les mécaniciens retirent le système d'armement au sol, l'ADIX bascule. Il faut placer un support sous la queue pour empêcher l'avion de se renverser vers l'arrière. Trop de poids disparaît d'un coup de la partie avant. Le mécanisme est hydraulique. Il propulse des munitions de 30 par 173 mm. La cadence est terrifiante, 3900 coups par minute. Le moteur met une fraction de seconde à lancer la rotation. Lors de la première pression sur la détente, 50 obus partent en une seconde. Ensuite, le rythme se stabilise. 60 à 70 obus par seconde déchirent l'air. On ne parle pas de balles de fusil. Chaque obus a la taille d'une petite bouteille de boisson gazeuse. Sur le plan balistique, la puissance de frappe est sans équivalent. L'histoire de la guerre anti-char vient de changer de dimension. 1200 mètres. C'est la distance exacte pour laquelle le système est optimisé. L'avion A-10 plonge vers sa cible avec un angle de 30 degrés. À cet instant précis, les projectiles quittent dans les canons à une vitesse de 1000 mètres par seconde. Chaque munition possède une énergie cinétique plusieurs fois supérieure à celle d'un obus de 20 mm classique. Pourquoi une telle puissance? Pour transformer un avion en chasseur de chars lourds. Ce n'est pas juste un canon, c'est une pièce d'artillerie volante.
Le secret réside dans les munitions de 30 par 173 mm. Elles ont été créées spécifiquement pour cette arme et pour le système de défense navale Goalkeeper. L'arsenal se divise en 3 catégories. D'abord, les obus perforants incendiaires avec un noyau en uranium appauvri. Ensuite, les obus explosifs incendiaires destinés aux cibles légères. Enfin, les munitions d'entraînement qui reproduisent la trajectoire des balles réelles. Trajectoire des balles, à l'image, un obus à uranium appauvri. C'est une tige de métal dense et ultra stable. Mais sa force est ailleurs. L'uranium est pyrophorique. Quand il percute un blindage, il ne se contente pas de percer un trou. Il s'enflamme instantanément sous le choc. L'intérieur du véhicule est alors vaporisé par une pluie de métal en fusion et d'éclats brûlants. Pour les camions ou les radars, l'obus explosif prend le relais. Il fragmente et déclenche un incendie massif. Mais comment choisir la bonne munition en plein combat? La réponse est simple. On ne choisit pas. La bande de munitions est un mélange fixe. On compte généralement 4 obus à l'uranium pour un obus explosif. Le pilote presse la détente une seule fois. Le mélange part vers la cible. À chaque rafale, l'avion détruit les blindés et élimine l'infanterie simultanément. Pas besoin de changer de réglage. 1150 obus. C'est la charge de combat standard stockée dans le tambour rotatif. La capacité maximale est plus élevée, mais le poids est l'ennemi. Si le pilote garde le doigt sur la détente, le stock disparaît en moins de 20 secondes. En réalité, les tirs sont brefs. Le pilote lâche des rafales de 50 à 100 coups. Cela préserve les tubes et évite le gaspillage. Pour réduire le poids, les douilles sont en aluminium et les ceintures de guidage en plastique. Plus de munitions, moins d'usure. À première vue, un simple chargeur. Mais en réalité, un mécanisme d'ingénierie complexe. Le système d'alimentation fonctionne en circuit fermé. Les obus pleins quittent le tambour, passent dans le canon et les douilles vides retournent immédiatement dans le réservoir. Rien n'est éjecté à l'extérieur. Pourquoi? Pour éviter que les débris métalliques ne percutent le fuselage ou ne soient aspirés par les moteurs. Cela permet aussi de garder le centre de gravité de l'avion parfaitement stable. Le poids reste dans la machine. On entend le bourdonnement du tambour qui tourne. La précision est chirurgicale pour une telle puissance. À 1200 mètres de distance, 80% des tirs se regroupent dans un cercle de 12 mètres de diamètre. Une concentration de feu mortelle. Ainsi s'explique la survie de l'A-10 sur les champs de bataille modernes. L'histoire de cette arme se résume à une efficacité brute. 4000 kg de poussée inverse. C'est la force colossale du recul produite par le canon GAU-8 lors d'une rafale. À plein régime, cette puissance équivaut quasiment à la poussée de l'un des 2 réacteurs de l'avion A-10. Comment un avion peut-il tirer sans s'arrêter net en plein ciel? À première vue, le recul semble insurmontable, mais en réalité, l'ingénierie a tout prévu. Le canon est installé exactement sur l'axe central de l'appareil. Il se situe juste en dessous du centre de gravité. Résultat, le recul pousse l'avion bien droit vers l'arrière au lieu de le faire basculer ou dévier de sa trajectoire. Contrairement à la légende urbaine, l'avion ne fait pas de surplace. En plein tir, le pilote perd seulement quelques nœuds de vitesse et ressent d'énormes vibrations dans la cellule. La poussée des moteurs reste supérieure au recul. L'avion continue de voler, mais le véritable danger n'était pas le recul, c'était le gaz. Le GAU-8 dégage un volume massif de fumée brûlante et pauvre en oxygène. Lors des premiers tests, ce nuage noir était aspiré directement par les moteurs selon l'angle d'attaque. À l'image, les réacteurs s'étouffent et s'arrêtent net. Les pilotes d'essai ont frôlé la catastrophe. Les ingénieurs ont dû modifier le système d'allumage pendant les phases de tir et détourner les flux de gaz loin des entrées d'air. Le couple formé par l'A-10 et son canon entre en service à la fin des années 70. Mais sa légende naît véritablement en l'an 1991. Durant la guerre du Golfe, les appareils effectuent des milliers de sorties contre l'armée irakienne. Le canon hurle aux côtés des missiles Maverick et des bombes conventionnelles. Sur le papier, les chiffres impressionnent. Le canon peut percer plusieurs centimètres de blindage d'acier homogène aux distances de combat habituelles. Les flancs et l'arrière des chars soviétiques sont les cibles prioritaires. Pourtant, la réalité du terrain est différente. Les analyses d'après-guerre et les tests de tir réels montrent qu'une infime fraction des obus touche réellement une cible de la taille d'un char. La dispersion, les mouvements brusques de l'avion et le stress du feu ennemi réduisent la précision chirurgicale. Sur les vidéos d'archives, on voit l'impact. Les munitions à l'uranium appauvri ravagent les suspensions et les équipements externes. Elles provoquent des destructions totales sur les véhicules légers. Mais face au blindage frontal épais des chars de combat de la fin de la guerre froide, les résultats sont plus incertains.
Pour être efficace, le pilote doit prendre des risques mortels. La procédure est stricte. Le pilote doit entamer un piqué à 3000 mètres d'altitude. Il accentue l'angle de descente pour maximiser la pénétration. Il maintient la détente enfoncée jusqu'à atteindre une distance de seulement 1200 mètres de sa cible. À cette altitude, l'avion est une cible facile pour la défense anti-aérienne. C'était le prix à payer pour utiliser la puissance brute du GAU-8. Voler directement dans l'enveloppe de la défense aérienne à courte portée et des armes légères. C'est le risque permanent. Pourquoi les passages au canon sont-ils à la fois spectaculaires et dangereux? Ils sont extrêmement destructeurs quand ils sont bien exécutés. Mais le prix à payer est lourd, l'exposition totale de l'avion. Après la guerre du Golfe, le GAO-8 a continué le combat. Les Balkans, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie. Dans ces zones de conflit, les cibles ont changé. Ce n'étaient non plus les colonnes de chars massives de la guerre froide. Les cibles étaient désormais des camions, des véhicules techniques, de l'artillerie et des positions fortifiées. Le canon conçu pour déchirer le blindage soviétique s'est révélé brutalement efficace contre des bunkers, des murs et des tranchées. À l'image, un véhicule léger est littéralement coupé en deux par une rafale courte. Des tirs bien placés saturent une zone avec des effets explosifs et incendiaires. C'est une méthode bien plus précise que le largage de bombes non guidées. Mais cette puissance a un coût écologique. L'utilisation de munitions à l'uranium appauvri a déclenché une controverse majeure. Ces projectiles restent dans l'environnement bien après la fin des combats. Les débats et les études se multiplient sur les effets sanitaires dans les zones d'entraînement et les anciens champs de bataille. La Terre garde les traces chimiques de la guerre. Mais le canon ne fonctionne pas n'importe où. À première vue, c'est une arme polyvalente. Mais en réalité, elle est indissociable de son porteur. Le concept a été adapté pour la marine avec le système Goalkeeper, un système de défense rapproché pour les navires. Là, le design fonctionne parfaitement car la plateforme est construite pour lui. L'échec a eu lieu ailleurs. Durant la tempête du désert, l'armée a testé une version plus légère à 4 tubes, le GAU-13. Il était installé dans une nacelle sous des F-16. Sur le papier, le chasseur obtenait la puissance de feu d'un A-10. Dans la réalité, c'était un désastre technique, on voit à l'écran. Lors du tir, la nacelle vibre et se tord sur son support. Les F-16 volaient et trop vite. Ils n'étaient pas optimisés pour le mitraillage à basse altitude. Le logiciel de tir n'était pas intégré correctement. Résultat, une précision médiocre. L'idée a été abandonnée rapidement. Ce revers confirme une logique simple. Le canon Avenger n'est efficace que si l'avion entier est conçu pour lui. Il faut gérer son poids massif, son recul violent et ses gaz de combustion. On ne peut pas simplement suspendre une telle puissance sous n'importe quel jet. L'A-10 n'est pas un avion transportant un canon. C'est un canon qui a reçu des ailes. Ainsi s'explique la survie de cette machine unique.